Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. C'est officiel, la numérisation des documents routiers lancée ce matin. C'était sous la présidence du chef de l'État. Le processus va permettre la sécurisation et la gestion des données. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal se dit sceptique. Vous l'entendrez dans ce journal. 12 000 cartes d'identité nationale en souffrance à la sous-préfecture de Dakar Plateau. Les populations concernées sont de la Médina, Fass, Colobane, Gueule-Tapée, entre autres. Manifestation politique au Grand Théâtre. Le directeur général de l'infrastructure dit stop. Les acteurs culturels de leur côté dénoncent et parlent d'un cadre de référence dédié à la culture. Présidentielle malienne, Ibeka et Soumaïla Cissé, l'affiche du deuxième tour. Ce dernier dénonce une fraude massive. À suivre la déclaration des deux candidats dans cette édition. On n'oublie pas la page des sports du vendredi avec Pape Abdoulaye. Il sera sur ce plateau avec nous. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. C'est parti, la numérisation des documents routiers a démarré. Le président Macky Sall a procédé ce matin au lancement d'un processus qui va permettre la sécurisation et la gestion des données, une technologie biométrique qui prend en compte beaucoup d'éléments tels que le groupe sanguin. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. C'est le nouveau format des permis de conduire biométriques. Bientôt, chaque conducteur va en disposer. Qui renferme des données biométriques et donc qui est un format infalsifiable. Vous aurez désormais cette pièce biométrique après les cartes d'identité biométrique où le Sénégal reste encore le seul pays de la CEDEAO à l'avoir réalisé. Un marché remporté par le groupement Gemalto Fass Equipment. Le processus de modernisation des documents routiers constitue une étape de la politique de modernisation du transport. Elle va permettre une meilleure gestion des données, lutter contre la fraude et les accidents. Le Sénégal disposera d'un des systèmes les plus modernes et les plus fiables au monde, adossé à des supports numériques permettant une meilleure gestion des données liées aux véhicules et aux conducteurs. Cette dématérialisation des titres permettra de disposer de documents sécurisés et personnalisés. Il permettra de lutter contre la fraude, de faciliter l'accès à différents services. Une technologie biométrique qui prend en compte beaucoup d'aspects. Sur ce, du matériel sera mis à la disposition des forces de sécurité routière pour faciliter le contrôle. Ce système est doté d'une technologie biométrique intégrant dans le permis de conduire des informations liées au groupe sanguin, élément important en matière de sécurité routière. De plus, la numérisation de la plaque d'immatriculation rendra plus efficace le contrôle routier exercé par les forces de sécurité qui seront désormais équipés de terminaux de lecture de documents de transport. Le président Macky Sall annonce 400 minibus pour la région de Dakar sur un projet de 870 clés de taxi AIBD sont remis par le chef de l'État Macky Sall à des transporteurs ainsi que 72 clés de camions, gros porteurs. Al-Hassan Ba, le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, se dit sceptique pour Gora Khouma. Il n'y aura aucun suivi. Il dénonce le fait de payer 10 000 francs CFA pour avoir le permis biométrique. Gora Khouma veut plutôt un changement de comportement des acteurs du transport. Je vous propose de l'écouter. Je suis d'accord avec lui, puisque ce sont son besoin. Il est le président de la République. Mais je crois que le combat, c'est les accidents. Mais changer la visite technique, changer le permis, n'efface pas les accidents, puisque c'est les acteurs qui nous sommes qui font les accidents. C'est les routes qui ne sont pas élargies, ne sont pas éclairées. C'est la vitesse du parc. C'est le contrôle qui n'est pas bien fait
Ça, je parle de contrôle de la police et de la gendarmerie. Les populations ne savent pas comment traverser les routes. Il y a les deux roues, il y a n'importe comment. C'est la danse de Nubelan. Donc je crois que changer les documents ne changera rien du tout. Il faut changer le comportement. Si le président règle le problème des secteurs du transport, le secteur de la presse, la pêche, l'élevage, tout ça, je crois qu'il peut porter espoir aux Sénégalais. Mais s'il ne le fait pas, et qu'il se croit que les gens qui sont derrière lui, qui le disent qu'on va l'élire dès le premier tour, c'est de la tromperie, ils ne sont pas sérieux. Parce que c'est les mêmes équipes qui avaient demandé à Abdoulaye Wade qu'ils vont l'élire dès le premier tour. Abdoulaye Wade a échoué. Ils l'ont promis pour le deuxième tour. Abdoulaye Wade a échoué. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont venues derrière Macky Sall pour dire que Macky Sall soit tranquille, on va vous élire, le monde de transport est derrière toi, on va vous élire dès le premier tour. Ça, c'est de la fumisterie, ça, c'est pas bien. Nous ne sommes pas là pour la politique, nous sommes là pour régler les problèmes des Sénégalais. En marge de cette cérémonie, le président de la République Macky Sall a demandé à Mohamed Boun Abdallah Dionne de payer sans délai les 621 millions de francs CFA dus aux cheminots retraités de Thiès. Le président de la République donc l'a dit ce matin. Je propose de l'écouter, des propos toujours recueillis par Al-Hassan Ba et Diafar Abba. Je veux donner l'assurance aux cheminots à la retraite qui n'avaient pas encore été payés. Sur leur droit de retraite, les dispositions seront prises et Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'instruire le paiement sans délai de ces 621 millions de francs CFA à l'endroit des cheminots retraités de Thiès. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, 12 000 cartes d'identité nationale en souffrance à la sous-préfecture de Dakar-Plateau. Les détenteurs de ces nouvelles pièces sont situés dans 5 communes, Médina, Fass, Colobane, Gueule-Tapée, entre autres. Ce sont les précisions du sous-préfet Djibi Diallo. Les citoyens viennent au compte-gouttes pour récupérer leurs pièces. Constat signé sur place Maïmouna Ndiaye et Baïdoufa. Pour détenir sa nouvelle carte d'identité biométrique, elle a fait plusieurs navettes entre son domicile et la sous-préfecture de Dakar-Plateau. Aujourd'hui, elle rentre avec le sourire. Attendre la dernière minute pour récupérer sa pièce d'identité nationale est une énorme erreur. C'est justement pour éviter certaines complications que je suis revenue ici pour prendre ma nouvelle carte. C'est de la négligence de la part des Sénégalais. Vous l'avez vous-même constaté, beaucoup de cartes biométriques sont en souffrance dans les locaux. Le constat est amer. 12 000 nouvelles cartes d'identité en souffrance dans 5 communes de Dakar. C'est pour dire que jusqu'à présent, encore ça traîne. La commission est mise en place à cet effet et jusqu'à présent, les gens ne viennent pas. Ils viennent par compte-gouttes. Bien vrai qu'il y a d'autres personnes qui parlent plutôt parfois de manque de temps. Ça pose un certain nombre de problèmes. Maintenant, je crois que ce sont des habitudes qui sont installées chez les Sénégalais. Il faudra attendre jusqu'à la dernière minute pour venir se bousculer. Le retrait de cette pièce, un acte civique. Cette dame sensibilise. C'est la deuxième fois que je viens récupérer ma carte d'identité. On m'a dit d'aller à DAF. Je suis allé à DAF, mais on m'a dit que ma carte est ici. Je demande aux citoyens de venir, d'insister, de prendre leur carte d'identité. Ce n'est même pas pour voter, mais pour la sécurité. Les autorités en charge de la distribution des nouvelles cartes biométriques de la CEDEAO évoquent un manque de volonté de la part des citoyens. Autre facteur, la prolongation de la validité des anciennes cartes. Concours général 2018, les filles se sont encore illustrées dans l'excellence. La scolarisation des filles et le maintien de ces filles à l'école, un programme qui a commencé à porter ses fruits de l'avis de certains acteurs de l'éducation. Le sociologue Ibrahim Beng a également analysé cette percée. Un sujet signé à Fatima Taba et Gervais Yao. Les filles s'illustrent de plus en plus dans les études. Elles ont ravi la vedette aux garçons lors du concours général édition 2018. Le phénomène n'est pas nouveau, mais mérite qu'on pose le débat. Pour ces acteurs de l'éducation, plusieurs facteurs expliqueraient cette situation. Le ministère de l'Éducation nationale a mené une étude sur la scolarisation des filles, élaboré un plan de développement de l'éducation des filles, mis en place le cadre de coordination des interventions sur l'éducation des filles. Et il a été institué aussi par décret la Journée nationale de l'éducation des filles le 11 novembre.
il est mis en place aussi un dispositif d'accompagnement des filles, de promotion pour l'accès, le maintien, les performances et l'accès aux filières scientifiques. Certaines valeurs étaient inculquées à la fille, comme la docilité, la discipline, l'ordre, etc. Et ces valeurs ont de plus en plus de l'importance dans la formation. Oui, l'école demande de plus en plus de discipline. L'école demande de plus en plus de docilité. Aujourd'hui, les filles épousent mieux le modèle éducatif, n'est-ce pas, dispensé dans les écoles de formation. Au-delà des efforts consentis par les autorités, il faut noter une prise de conscience des jeunes filles décidées à prendre leur destin en main. Le sociologue parle d'une féminisation de la société. Aujourd'hui, il y a une égalité entre garçons et filles au niveau du couple. Et les filles ont envie de réussir et sont plus prises en charge correctement par les garçons parce que le modèle a changé. Donc psychologiquement, elles veulent réussir. Donc elles sont beaucoup plus motivées. Ces motivations, plus la féminisation de l'éducation avec ces modèles qui sont des modèles de plus en plus doux, qui expliquent effectivement la réussite des filles. D'autres défis à relever pour le ministère de l'Éducation, encourager les filles à davantage s'intéresser aux matières scientifiques. L'un des défis du ministère de l'Éducation nationale, justement, c'est l'accès aux filières scientifiques. Autant pour les garçons, mais particulièrement pour les filles. C'est pour cette raison que nous avons initié Miss Mathématiques, Miss Sciences. Cette percée des filles à l'école, une bonne chose selon nos interlocuteurs. Les parents appelés à davantage investir dans l'éducation. Nous parlons à présent du Conseil interministériel sur la Tabaski présidé hier à Diamniadio par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le besoin en moutons estimé à 750 000 têtes, dont 260 000 uniquement pour la région de Dakar. Une annonce du ministre porte-parole du gouvernement qui est revenu sur les mesures prises pour un bon approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2018. Seydou Gueye, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ousseynou Thiam. Pour cette année 2018, 750 000 unités ou têtes de bétail pour parler comme un professionnel de l'élevage, dont 260 000 uniquement pour la région de Dakar. L'offre nationale, effectivement, n'étant pas encore totalement suffisante pour couvrir ce besoin, il va de soi qu'il y a des conventions, des relations établies avec les pays qui nous permettent justement de couvrir ces besoins, en l'occurrence la République islamique de Mauritanie et le Mali. Le ministre de l'élevage s'y est rendu à plusieurs occasions. Ce n'était pas dans la perspective d'aller acheter des moutons, mais c'était d'offrir les conditions qui permettent aux éleveurs de ces pays de pouvoir venir exercer leur activité commerciale et ce faisant approvisionner le marché national. Et cela fait l'objet d'un suivi quotidien et permanent de la part du ministère de l'élevage, qui le fait au niveau des marchés quotidiens, qui le fait au niveau des marchés hebdomadaires. Inquiétante, la situation du monde rural préoccupe aujourd'hui. Depuis le début de l'hivernage, les maigres pluies n'ont pu améliorer la situation dans le bassin arachidier. Les plantes sont fanées, les animaux n'ont plus de pâturage. Les téméraires qui explorent les feuilles des arbres sont sous la menace de sanctions des agents des eaux et forêts. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongoniaï. Un mois après le début de l'hivernage, le décor n'est guère reluisant dans les champs au Bawol. Ici, la verdure des périodes hivernales a cédé sa place à des plants fanés qui ne demandent que de la pluie. Malgré tout, les paysans y croient encore. Le vent qui souffle ici n'est pas bon pour ces jeunes pousses, mais on n'a pas le choix. On est obligé de cultiver la terre. La pluie dépend de Dieu, c'est pourquoi nous l'implorons pour qu'il nous arrose nos terres, parce que nous n'avons que ça. À côté des champs, la survie des animaux préoccupe les paysans. C'est vraiment déplorable à cette période. Vous voyez, le sol est très sec, aucune humidité, c'est difficile à vivre. Surtout avec les animaux qui n'ont plus quoi manger. Faute de mieux, on se contente de ça. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est difficile. Nous n'avons pas d'autre solution. Aujourd'hui, la situation est très précaire, surtout avec nos animaux. Aujourd'hui, la seule alternative reste la cueillette, ce qui n'est pas sans risque dans ce bowl.
Vous savez, avec l'accueil, l'agent des eaux et forêts fait le tour des villages et à la recherche de brigands. Si vous coupez un arbre, on peut vous arrêter et faire payer une amende allant de 50 à 60 000, ce qui n'est pas toujours disponible. En plus de tendre la main au ciel pour qu'il réouvre ses vannes, les paysans du Baol attendent de l'État un accompagnement en cette période de soudure. Nous parlons à présent de toute autre chose, l'usage d'Internet et ses effets pervers qui attendent de plus en plus des proportions inquiétantes. Les acteurs du secteur prônent un comportement responsable de la part des usagers pour une bonne marche de la société. Un sujet signé Mambiram Diouf et Baye Diouf. L'utilisation des nouvelles technologies offre beaucoup de possibilités. On peut communiquer avec ses amis, on peut faire donc des transactions financières, on peut consulter son compte bancaire. Aussi, on peut l'utiliser pour faire la propagande. D'où le bon usage du net, rappelé d'ailleurs par le président Macky Sall, donc une culture numérique pour construire. Il faut avoir donc être responsable vis-à-vis de l'Internet, responsable vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que sur Internet, il n'y a pas ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Dès que vous y mettez une information, elle y demeure à jamais. Les gens doivent être disciplinés quand même, arrêter les insultes. Le chef a parfaitement raison. Moi, je trouve que les Sénégalais doivent être beaucoup plus civilisés que ça quand même. Le net n'est pas fait pour des insultes. L'Internet est très important, mais aussi très fragile, très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui leur vie ont été détruites à cause de l'Internet. Des actions pour former et sensibiliser la masse et précisément le monde scolaire à travers des campagnes peuvent donc changer la donne. On a initié une initiative dénommée Parlons Cyber, qui est une campagne nationale qui va durer 2 ans pour sensibiliser toute la population sénégalaise à ce qu'on appelle la cybersécurité et les bons usages du numérique. L'Internet, un outil performant qu'il faut savoir donc utiliser. Nous allons dans le sud du pays avec les personnes en situation de handicap qui déplorent la lenteur dans l'obtention de la carte d'égalité de chance et le non-respect du quota des 15% des personnes handicapées pour la fonction publique. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation des personnes handicapées sur le droit d'accès aux services sociaux de base et à l'emploi. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté et Khalid Yamé. Le Sénégal a ratifié l'essentiel des textes qui garantissent les droits humains et s'est engagé résolument à lutter contre toute forme de discrimination. L'État a aussi adopté la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Mais depuis lors, sa mise en œuvre pose problème. Concrètement, cette réalité n'est pas prise en charge parce que par rapport à l'accès des édifices publics, parce que nous disons souvent que faire quelque chose pour quelqu'un sans lui, c'est un coup contre lui. Parce que nous voyons exactement, même ici, dans les locaux là, par rapport à l'accès, parce que les rampes là ne sont pas adaptées exclusivement aux personnes en situation de handicap. Parce que nous, aujourd'hui, notre combat, toute construction qu'on doit vraiment élaborer dans la région, il faut qu'on nous convoque. L'accès à la carte d'égalité de chance, un véritable problème pour les personnes en situation de handicap. Donc il faut lever tous les obstacles, n'est-ce pas, à l'accès à cette carte, y compris les lenteurs qui sont quand même dénoncées en ce qui concerne l'impression de cette carte. Parfois, il faut attendre 2 ans pour que la carte puisse venir et qu'on puisse accéder à cette carte. Faire en sorte également que l'enrôlement des personnes qui ont cette carte à la CMU et aux bourses de sécurité familiale soit effective, comme l'a dit le président de la République. Ces personnes handicapées ne bénéficient pas du quota des 15% pour la fonction publique. Pour ce qui est de l'emploi aussi, on sait bien qu'il y a un quota, je crois, de 15% qui est prévu pour l'accès à la fonction publique. Mais nous l'avons entendu ici, ce quota-là ne concerne finalement que les gens qui sont à Dakar. Les personnes qui habitent dans les régions ne semblent pas bénéficier de cette politique de quota en faveur des personnes handicapées. L'adjoint au préfet de Sédhiou présent à la rencontre déclare que l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts pour prendre en charge toutes ces préoccupations.
Bakary Kanté. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition, l'organisation de manifestations politiques dans la salle de spectacle du Grand Théâtre remet au goût du jour la question de la mission principale de l'infrastructure. Les acteurs culturels rencontrés par nos reporters parlent d'un cadre de référence dédié uniquement à la culture. Pour le directeur général du Grand Théâtre, plus question de tenir une manifestation politique dans cet espace. Un sujet signé Ibou Diouf et Khadim Sissé. Le Grand Théâtre, aujourd'hui, est en passe d'être mythique pour avoir vu passer de grands noms de la musique sénégalaise et même internationale, de grandes représentations théâtrales et parfois d'autres manifestations. Une institution qui s'inscrit dans la vie culturelle du Sénégal. Je ne dis pas le théâtre, hein, ça s'appelle le Grand Théâtre, je ne sais pas par rapport à quoi, parce que le théâtre est toujours une activité sociale, et là où on joue le théâtre, c'est une salle de théâtre. Mais c'est une salle d'apparat qui est là, d'accord, pour recueillir de grandes manifestations. Là, ce qui se passe, quand je suis arrivé à la tête du Grand Théâtre, il y avait au moins 16 spectacles par année. Aujourd'hui, jusqu'au mois de janvier ou février, il n'y a même plus de place. On a créé des petites salles. Tout le monde accède, le Grand Théâtre accède à tout le monde. Le Grand Théâtre n'a pas échappé à la règle en parlant de salles de spectacle. La jauge peut varier de quelques milliers de places et suivant la manifestation. Ce qui fait que le grand jeu aujourd'hui au niveau du Grand Théâtre, c'est de trouver une alchimie, une bonne synthèse programmatique entre la mission première, qui est celle de faire de la production théâtrale, et la mission imposée, qui est de répondre à une demande culturelle. Le Grand Théâtre, c'est aussi un cadre artistique reconnu. Toutefois, on note l'organisation d'autres manifestations. Je pense aussi que j'avais laissé faire. Je pense maintenant qu'on ne peut plus continuer à faire ça, parce que maintenant, la salle est réservée seulement aux artistes. Ceux qui veulent faire de la politique, on a une place réservée aux politiciens. Ils peuvent même amener 7000 personnes ou 10 000 personnes. C'est où? Sur l'esplanade du Grand Théâtre. Mais maintenant, la salle du Grand Théâtre exclusivement pour les musiciens. Une infrastructure culturelle qui veut relever le défi avec un riche programme diversifié. Le Grand Théâtre, inauguré depuis le 15 avril 2011, n'est plus simplement un cadre pour les musiciens, les dramaturges et les autres acteurs. La donne va peut-être changer. Il faudra aussi surmonter l'obstacle des événements à caractère politique. L'actualité hors de nos frontières avec la présidentielle au Mali. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta salue l'organisation du scrutin présidentiel malien qui, dit-il, s'est déroulé dans la transparence. Il remercie le peuple malien pour la confiance renouvelée en sa personne. Il ajoute pouvoir compter sur le soutien de tous les Maliens pour une victoire au second tour. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par notre envoyé spécial, Ibrahim Khan plutôt. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité sur une grande partie du territoire national ainsi qu'à l'extérieur du pays, et je m'en réjouis. Je félicite le gouvernement pour sa grande maîtrise du processus électoral en toute transparence, comme l'a salué la communauté internationale tout entière. Lors du second tour, qui se tiendra le 12 août prochain, il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Nous devrons une nouvelle fois aller convaincre, expliquer et démontrer auprès de tous ceux qui doutent encore, que nous sommes le meilleur choix pour le Mali. C'est pourquoi j'appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à se rassembler. Ce grand rassemblement est possible, riche de notre diversité, fier de notre pluralité, fidèle aux valeurs qui nous unissent. Et les vrais patriotes maliens ont commencé de nous rejoindre. Son challenger Soumaïla Cissé remercie également le peuple malien qui l'a porté au second tour. Il en a profité pour contester les résultats qui, selon lui, sont entachés de fraude massive. Nous l'écoutons. Après une longue et inexplicable attente, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet ont été annoncés hier par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Je tiens ici à remercier chaleureusement les Maliennes et les Maliens
qui ont voté pour les candidats du changement, de l'alternance et de la rupture. Merci pour votre courage et votre mobilisation, car nous savons tous que tout a été fait par le gouvernement pour empêcher la libre expression de la volonté du peuple lors du scrutin du 29 juillet. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. La présidentielle malienne, toujours avec le bilan du premier tour. Les partisans d'Ibeka parlent de processus inclusif. Du côté de la société civile, on regrette la non-tenue de l'élection dans le nord et le centre du pays. Fatiya. Le premier tour de la présidentielle passé, l'heure est au bilan. Ça a été un processus quand même extrêmement inclusif. Parce que l'ensemble des acteurs a participé au déroulement de ce processus et à sa validation. Et nous ne comprenons pas aujourd'hui que malgré toutes les dispositions qui ont été prises en termes de présence des assesseurs et des délégués de l'opposition et de la majorité, que l'on puisse parler de bourrage d'urnes, mais aussi de fraude massive. Du côté d'Ibrahim Boubacar Keïta, la loi des urnes a été respectée. La société civile regrette la non-tenue de l'élection dans certaines parties du pays. Nous insistons à notre niveau sur le respect de la voix des urnes. Parce que ce qui sort des urnes n'est autre chose que l'expression du peuple malien. Il faut respecter le choix du peuple malien. Non-tenue des élections dans certains endroits du pays. C'est une élection générale qui est faite pour les Maliens et qui doit être faite par tous les Maliens. Si une partie de la population se sent privée de ce droit régalien des citoyens, je pense que l'opposition a le droit de lever la voix au nom de cette population qui a été lésée. Le deuxième tour entre Ibeka et son challenger, Soumaïla Cissé, est prévu le 12 août prochain. La société civile malienne espère un processus beaucoup plus inclusif. C'est parti pour la page des sports avec Pape Abdoulaye Der. Der, bonsoir. Bonsoir, cher Sidiane. On démarre avec du football. Moussa Wagué au FC Barcelone, c'est fait. C'est officiel. Le latéral droit des Lions du Sénégal rejoint ainsi le FC Barcelone. Moussa Wagué a paraphé un contrat avec le Barcelone B, mais il va effectuer des piges avec l'équipe première sous les ordres d'Ernesto Valverde. Il évoluait jusque-là sous les couleurs de CAS Eupen en Belgique. Moussa Wagué, formé par l'Académie Aspire. Nous restons avec le FC Barcelone, décidément très actif sur le marché des transferts. Au plus grand bonheur de Cheikh Tidiane Diao, Arturo Vidal va signer un contrat de 3 ans avec le club catalan. Le milieu chilien quitte ainsi le Bayern de Munich. L'ouverture de la saison en France avec le traditionnel trophée des champions. Le PSG de Neymar face à Monaco de Diao Baldé Keita. C'est demain samedi en Chine, précisément à Shenzhen, à 12h précises, cher Tidiane Diao. Nous parlons basketball à présent, Pape Abdoulaye Der, avec la finale du championnat féminin prévue demain samedi au Stadium Marofia. Et le Saint-Louis Basket Club défend son titre face au Dakar University Club, vous l'avez dit, au Stadium Marius Ndiaye, une finale entre deux équipes très attendue cette saison qui, à l'arrivée, ont répondu le SLBC par l'explosivité de ses joueuses, alors que le Duc s'appuie sur l'expérience de ses cadres. Le reportage est signé Cheikh Tidiane Sadibou Diarra et Pape Sangone Mbaye. Comme apétose, le National 1 féminin de cette saison ne pouvait rêver mieux. Une confrontation Dakar University Club, Saint-Louis Basket Club, en toile de fond une grosse rivalité
quelques défis particuliers, une opposition de style, entre autres. Ce sera un match ouvert, vu que les deux équipes se sont croisées 2 fois cette saison. Donc elles se connaissent bien. Le Duc a remporté, malheureusement, je dirais malheureusement pour Saint-Louis Basket, heureusement pour le Dakar Université Club, qui s'est imposé 2 fois en championnat, durant la phase normale, durant les 22 journées. Donc ce sera un match de confirmation pour les Duchesses et la revanche peut-être pour l'équipe de Saint-Louis Basket qui va défendre son titre de champion du Sénégal. Le Saint-Louis Basket a son style, c'est l'attaque rapide, le jeu rapide. Ils mettent plus de points au niveau du jeu rapide. C'est une équipe très physique. Maintenant, il y a des individualités, ça il faut le dire. Du côté du aussi, il y a des individualités, mais il y a aussi de l'expérience parce que il y a des joueuses qui ont beaucoup de vécu. Pratiquement les Maliennes et certaines anciennes comme Sali Diatta, tout ça. À cette étape de la compétition, le duel entre étudiantes et Saint-Louisiennes risque de se jouer sur le physique et la sérénité devant l'enjeu, selon les observateurs. Donc ces deux grandes équipes où on retrouve sur le plan jeu beaucoup d'individualité, beaucoup de jeux rapides des deux côtés. Tout va se jouer sur le plan défensif et au niveau de l'organisation du jeu. Ensuite, il faudra la patience. C'est sûr que la patience va payer. La fraîcheur physique pourra faire la différence parce que les deux équipes ont joué beaucoup de matchs, surtout le Dakar Université Club, qui allie non seulement les matchs de la fédération, mais aussi ceux de la Ligue de Dakar. Bon, malheureusement, ils ont perdu en finale de Coupe du Maire contre Ville de Dakar. Là, la fraîcheur technique, l'engagement, mais aussi la détermination à vouloir ce trophée pourra faire la différence. Saint-Louis Basket Club va-t-il conserver son titre ou le céder au Dakar University Club? Réponse ce samedi au Stadium Marius Ndiaye dans une ambiance espérée festive et sportive. Cher Sadibou Diarra, merci. Nous restons toujours en basket avec le capitaine Maleye Ndoye Pape Abdoulaye Der qui participe à la formation des jeunes. La deuxième édition du camp de basket initié par le capitaine des Lions du Sénégal a pris fin après 3 jours d'intenses sessions avec plus de 60 jeunes filles et garçons. Un franc succès de l'avis de l'organisateur. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction parce que l'objectif principal que nous voulions pendant ces 3 jours, c'est de voir la joie dans le visage de ces gamins. Nous voulons améliorer les choses au fil des années et avoir le maximum de gamins. Donc on va maintenant prendre les gamins qui ont participé au camp. On va faire une journée avec des médecins généralistes pour pouvoir faire leur fiche médicale et pour leur donner ensuite un carnet de visite médicale pour dire que certificat médical pour les examiner et maintenant avoir leur suivi médical et scolaire et aussi sportif. Lutte avec frappe pour terminer. Modulo Balla Gaye 2, le premier face-à-face est prévu demain samedi. C'est à la place du Souvenir et en direct sur cette antenne. Un face-à-face qui devrait lever les doutes sur ce combat revanche très attendu par les amateurs. Et c'est le promoteur Gaston Meng qui l'organise, Cheikh Tidiane Diao. Merci Pape Abdoulaye Der. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec nous tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.